Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie d'aide handicap. Le podcast qui met en lumière un sujet essentiel mais souvent méconnu. Le rôle des proches aidants familiaux et la question du handicap dans nos entreprises et dans nos vies. Vous êtes un aidant familial et vous vous sentez seul face à tous ces défis et vous êtes en quête de conseils pour mieux vivre votre rôle au quotidien. Ou bien vous êtes un professionnel souhaitant mieux comprendre les enjeux d'inclusion en entreprise, alors ce podcast est fait pour vous. Au travers de ce podcast, je vous partage mon expérience et je vous invite à réfléchir et explorer avec moi comment sensibiliser les entreprises à l'importance de l'inclusion et comment nous pouvons construire un monde où chacun trouve sa place. Parce qu'un changement positif commence toujours par une prise de conscience. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rejoindre ce mouvement? Suivez-moi. Alors, ce que j'ai souhaité pour ce premier épisode, c'est tout d'abord peut-être me présenter, vous présenter un peu mon parcours de parent aidant famille de ma fille que je vis depuis maintenant 17 ans. Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 43 ans, je suis aidante et je le serai toute ma vie. Voilà comment je me présente lors de mes conférences, quand j'anime des conférences sur le handicap ou sur les dents. Hem, je vais vous partager mon témoignage, mon expérience, comment j'ai vécu les choses. Alors, Clarisse, elle a 17 ans aujourd'hui, elle est autiste. Tout a commencé quand elle était bébé. En fait, comme la plupart, je pense, des parents qui ont des enfants autistes que j'ai pu rencontrer. On constate donc les premiers retards, quand ils sont bébés, quand ils commencent à se sociabiliser, en fait. En tout cas, quand, le développement du bébé, fait qu'à cette période, à un certain âge, il doit commencer, à se sociabiliser. Hem, Elle était chez une nourrice et c'est vrai que, on commençait à avoir les premières alertes, en fait, les premières remarques, sur le fait que, bah, notre fille, elle était pas, ouais, pas très, sociale. Je ne sais pas quel mot elle avait, approprié, la nourrice de l'époque, mais en tout cas, ce qu'elle nous avait conseillé, c'était tout d'abord de la mettre un petit peu, en crèche collective, hein, si je me souviens du nom à l'époque. Il s'agissait en fait de la mettre, quelques heures par-ci par-là en collectivité, heu, parce qu'elle, ce qu'elle estimait la nourrice, en tout cas, c'est ce qu'elle nous disait, c'est que, en nourrice, il y a quoi? 2-3 bébés et que ça pourrait pas, la stimuler. Peut-être que c'était pour ça qu'elle était pas stimulée et donc il fallait, voilà, pour la sociabiliser davantage, la mettre en collectivité. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Ensuite, pour tout vous dire, le pédiatre, qu'on voyait, le pédiatre de ville, qu'on voyait, pendant ces 2 premières années, je crois, n'avait strictement rien vu. C'était un pédiatre vraiment très drôle, très gentil. Heu, En revanche, voilà, il avait absolument rien décelé. Voilà, il était drôle, il nous faisait rire, mais c'est tout. Voilà, donc peut-être qu'il aurait peut-être pu déceler quelque chose, je ne sais pas, mais voilà. Ensuite, je sais que alors je me souviens plus comment, mais sûrement la personne qui était, dans la crèche collective, à cette époque-là, là où on devait, mettre notre enfant, une journée par-ci par-là, sûrement nous a alertés, je crois, nous a fait des remarques en effet sur sa sociabilisation et qu'il serait bon de la mettre de voir voilà un psychologue, voilà pour voir un petit peu, «ce qui se passe» entre guillemets, par rapport à ces problèmes de sociabilisation. En gros, bah, elle se mélangeait pas aux autres petits, elle était très isolée, voilà et on a commencé à voir donc la psychologue. Je vous ferai part, justement des filles que j'ai rencontrées, dans une autre partie de cet épisode-là, un peu plus tard. Mais là, je vous raconte un petit peu les grandes étapes. Elle a vu un psy, ensuite, qui en effet, vu que quelque chose entre guillemets «n'allait pas», je vous dirai, un petit peu plus tard la façon dont elle nous l'a dit et les interactions avec le corps médical, tout au long de l'errance médicale de ma fille ont été médiocres à catastrophiques, je dirais. Je vous en parlerai un petit peu en deuxième partie, de cet épisode-là sur voilà les épisodes que j'ai pu rencontrer
avec, les médecins et même le corps enseignant. Alors donc elle a été vue par des psys. Ensuite, après elle a rentré pardon en maternelle, en première année. Donc bien sûr, hein, les remarques et les alertes plutôt se sont poursuivies. Voilà, Clarisse est très isolée, elle se mélange pas, voilà. Donc du coup, les alertes se sont dynamisées dans le temps, si je peux me permettre ce terme-là et on a dû, voilà, on a vu, le médecin de l'école, on a vu donc on a commencé à voir les pédiatres de l'hôpital de notre département et on a commencé à, voir chez elle donc un trouble envahissant du développement. Voilà comment on l'appelait au démarrage, un trouble envahissant du développement et donc on est resté sur ce terme-là, pendant quelques années. Ma fille a redoublé sa première section. Le, directeur nous a rapidement dit, qu'il ne pouvait plus, heu, l'accueillir l'après-midi parce que ma fille n'était pas propre. Elle avait 4 ans, hein, elle était en deuxième année de première année, elle n'était pas propre et elle représentait un danger pour ses petits copains, avec sa fourchette le midi. Voilà, donc ce qui était drôle, c'est que Clarisse ne n'arrivait pas à manger toute seule, mais en même temps, elle représentait un danger pour son environnement avec une fourchette. Donc on a rapidement, dû, se débrouiller pour la faire garder, l'après-midi. Ça a été très compliqué au départ parce que, mon mari et moi-même, travaillions à cette époque-là et étant donné qu'on n'avait vraiment, pas de moyens de garde à cette époque-là et que les premiers examens, en fait, qu'on devait faire pour voir ce qu'avait notre fille, qui ont duré quelques années, tous les rendez-vous de suivi, de diagnostic avaient lieu en plein après-midi, en pleine matinée et là où bien sûr nous, on est, en pleine vie professionnelle. Donc rapidement, on a pris la décision que j'allais, donc arrêter de travailler, pour, gérer, justement, tous ces rendez-vous, tous ces suivis. Elle avait plein de rendez-vous. Au début, elle était au CAMS, puis au CMP, voilà. Tous ces l'orthophoniste, la pédopsychiatre et tout ça ont été rythmés de façon, hebdomadaire et on ne pouvait pas en fait, je veux dire l'environnement dans lequel, on est quand on a un enfant différent, il est très difficile de mener une vie professionnelle. Moi à l'époque, donc ça c'était je vous en parle, c'était en 2010, il y avait pas de télétravail du tout et ça a été extrêmement compliqué. Donc j'ai dû arrêter de travailler. On a, donc le trouble envahissant du développement, ce diagnostic, voilà, perdurait dans le temps et tout le temps où, si vous voulez, on parlait de troubles envahissants de développement, moi j'ai été dans une phase de déni pendant des années. C'est-à-dire que, je me disais que c'était «pas grave» entre guillemets, qu'elle allait rattraper son retard quoi qu'il arrive. Elle emmagasinait plein d'infos pendant ce temps-là, mais et qu'un jour elle allait justement tout ressortir, tout gerber, pardonnez-moi ce terme-là, heu, tout ressortir, tout ce qu'elle avait emmagasiné. J'étais vraiment dans un déni assez important. Je vous en parlerai, sûrement dans d'autres épisodes, mais le déni, dans un événement majeur comme celui-ci, de concernant nos enfants, il est extrêmement important, il est extrêmement fort et violent. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Un jour, notre fille elle avait, 7-8 ans, elle a fait une crise d'épilepsie. Et en fait, justement, l'épilepsie est, entre guillemets, elle est cohérente avec un trouble du spectre autistique. Bon, à l'époque, le terme TSA n'était pas encore posé. Un jour, ma fille fait une crise d'épilepsie. Bah, ça a été terrible, hein, ce jour-là. Donc, les urgences, le neurologue, on nous demande d'aller très, très rapidement, voir un neurologue, de ville, ce qu'on fait. Donc ce qui est très dur, à trouver, hein, bien sûr. On avait eu, je crois, un rendez-vous, 2 semaines après sa crise, et alors 2 semaines après sa crise, en, invoquant, tous les psy, en envoyant des mails, de détresse en disant que notre fille avait fait une crise, que c'était urgent, qu'on pouvait pas la remettre à l'école, qu'on était extrêmement inquiets, enfin voilà, avec toutes les recommandations possibles. On a quand même eu un rendez-vous 2 semaines après, ce qui est quand même assez court, surtout, maintenant en 2025 où, pour des rendez-vous suivis de ma fille, aujourd'hui qui a 17 ans, et 10 ans après sa première crise, il faut attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc on a eu un rendez-vous assez rapidement et donc on fait tous les examens nécessaires et pendant ce rendez-vous,
pendant comment dirais-je, ces examens-là qui ont duré à peu près, 2 semaines, où il fallait faire des électroencéphalogrammes quand elle dormait, quand elle dormait pas, on a fait plusieurs examens. On a reçu en fait, on a reçu un rapport, je sais plus à l'époque, du pédiatre, du CAMS, du CMP, je ne sais plus, on voyait tellement de monde. On a reçu un rapport en tout cas qui disait voilà, Clarisse, souffre, enfin, en tout cas, nous avons diagnostiqué le trouble du spectre autistique. Voilà, le TSA était vraiment posé, dans ce rapport-là et d'ailleurs, je me souviens très bien, donc je vois ce terme-là, donc déjà qui est assez violent, à encaisser parce qu'il y a le terme autiste, dedans. Donc pendant qu'on reçoit ce rapport, je sais que 2 ou 3 jours après, je ne sais plus, on avait un rendez-vous avec la neurologue. Ma fille a 10 ans, 10-11 ans et on en profite pour amener ce rapport-là. Donc pendant encore une fois, les examens chez le neurologue, les tout premiers examens et je suis, avec la neurologue et je la regarde et vraiment comme une enfant, je lui dis: «Madame, c'est quoi le TSA?» Je comprenais pas en fait et j'étais tellement désespérée et à un moment donné, fatiguée de 7 ans d'errance. Je dis et en fait, je me souviens encore, la neurologue ouvre son tiroir de bureau, j'entends encore vous savez le tiroir qui arrive au fond en fait. Elle balaye sa main de toute la surface du tiroir et elle me dit: «Voilà, c'est ça. Le TSA, c'est ça. C'est un fourre-tout, on ne sait pas ce que c'est. C'est un spectre. C'est de l'autisme, mais ça en est pas en même temps. Donc voilà, c'est un petit fourre-tout» et bam, elle referme le tiroir et elle se remet à son compte rendu neurologique. Voilà. Alors voilà comment, on m'a annoncé, le TSA de ma fille. Alors, c'est, comment dirais-je? Ce sont des je vous passe, vraiment 20 000 détails, je parle vraiment des grandes étapes. Mmh, je pense que ça fera le c'est m pas je pense, c'est que c'est sûr, ça fera le sujet d'un épisode entier sur la violence, du corps médical, le corps médical qui n'est pas formé, qui n'est pas du tout psychologue, envers les patients et ça, j'en ai vu vraiment jusqu'au jour où ma fille a intégré un IME, donc à ses 11 ans. Et encore même maintenant, maintenant elle a un appareil dentaire et elle est suivie pour d'autres choses, qu'une adolescente, peut être suivie, pour d'autres choses et le corps médical classique ne sait pas s'adapter aux enfants différents, aux enfants autistes ou qui ont d'autres troubles neurologiques, ou mentaux. Ça, c'est quelque chose qui me met alors peut-être très en colère parce que j'ai été très en colère, mais aujourd'hui, là où, alors il y a le corps enseignant aussi. Le corps enseignant là où vraiment les défis qu'on a pu enfin les problématiques, enfin les violences qu'on a pu rencontrer, c'est aussi tout le long où Clarisse était, comment dirais-je? En analyse, en diagnostic, donc ça a duré 7 ans et j'ai dû faire face à des maladresses. Je pense que c'est même pas le terme en fait. Maladresse, mêlée d'ignorance. Vous me direz les mots que vous pensez, comment vous l'avez ressenti. Mais notamment, le directeur qui disait: «Bah, votre fille, c'est un danger, pour ses petits camarades». L'enseignante, qui me disait, donc on avait tout le temps des rendez-vous avec les enseignants, les équipes éducatives. Vous savez, c'est rythmé, ça se rythme, c'est de plus en plus. Il y a des orthophonistes, des pédopsychiatres et tout et en fait, à chaque fois que je sortais d'un de ces rendez-vous, je m'effondrais en larmes. C'était extrême, c'était d'une violence inouïe. Pourquoi? Alors parce que j'étais responsable de ça aussi, c'est-à-dire que moi j'étais dans le déni. J'ai été dans le déni extrêmement longtemps. Pour moi, ma fille allait rattraper son retard. Elle a été en école, puis, on a réussi à trouver un hôpital de jour pour la prendre en charge l'après-midi. Malgré tout, je me disais: «C'est pas grave, elle rattrapera son retard». Il y avait, un tel écart avec les autres enfants de son âge. On disait: «Non, elle rattrapera son retard». Puis elle est rentrée en ULIS, en CLIS, ce qu'on appelait, même l'ULIS, même la CLIS, à l'époque, n'était même pas adaptée pour elle. C'est-à-dire que l'écart était si important que même l'ULIS, la CLIS, n'était pas adaptée pour elle et au bout de 2 ans, du jour au lendemain, on nous a dit il y a eu un changement de direction, je me souviens, au sein de l'établissement, au sein de l'école, et on nous informe qu'on ne peut plus prendre en charge notre fille.
et que visiblement, c'était quelque chose qu'on nous avait dit, qu'on était parfaitement au courant, alors que non, vraiment non. C'était pas quelque chose qu'on nous avait dit, qu'on allait garder notre fille 2 ans et ensuite on allait, ils allaient devoir s'en séparer. Non, parce que si on l'avait su, déjà on aurait anticipé comme on le fait, parce qu'avoir un enfant autiste différent, avec un trouble envahissant du développement ou, un trouble neurologique, on anticipe toujours. Notre vie, c'est d'anticiper. Le matin, on se lève, on anticipe. Le soir, on va se coucher, on anticipe pour le lendemain, on anticipe pour la semaine suivante. On envisage toutes les possibilités possibles, tellement déjà on ne sait pas comment ça va évoluer et déjà, la base, avoir un enfant, handicapé, en situation de handicap, c'est s'adapter tout le temps. Donc, permettez-moi de vous dire, cher corps enseignant, que si vous m'aviez dit ça, je m'en serais souvenu et mon mari aussi, je pense. Bref, heu, donc, par rapport à ça, donc au moment où, donc l'ULIS nous indique à la fin de l'année que, bah, notre fille c'est terminé, hein, l'année prochaine, elle sera pas reprise en charge au sein de la CLIS. C'était en mai, mai-juin, donc fin d'année, fin d'année. On vous le dit ça, hein, fin d'année, voilà, c'est fini, votre fille, c'est voilà, on peut plus. Donc la seule solution, c'est de la mettre en CM2 parce qu'elle avait 10 ans à l'époque et 10 ans, ça correspond donc au CM2. Donc imaginez-vous, par rapport à la loi, de l'inclusion scolaire, n'a pas le droit de refuser un enfant en situation de handicap, pardon, ça sera considéré comme la discrimination. Donc ça, c'est très bien. Sur papier, c'est très bien. En revanche, en pratique, c'est-à-dire que moi, j'aurais mis ma fille de 10 ans en classe de CM2, autiste, qui ne parle pas, qui, est complètement isolée dans une classe de CM2. Voilà. Déjà en maternelle, elle avait déjà été prise à partie, par des enfants parce qu'elle était voilà, parce elle était un peu différente. Elle avait été un peu brutalisée, donc en maternelle déjà. Donc je vais mettre ma fille de CM2, enfin de 10 ans en CM2, autiste, OK. Alors aujourd'hui, moi, j'interviens, je forme à la petite enfance. Alors c'est vrai que moi, je leur dis: «Voilà, la loi de l'inclusion scolaire fait que vous n'avez pas le droit, de refuser un enfant en situation de handicap». Voilà, après moi, j'ai ma prise de recul aussi, je leur explique. Après, il y a de la bonne intelligence. Si vous, intégrez une personne, un enfant, et vous le mettez dans une classe pour faire la garderie qui va souffrir, parce qu'il va être moqué, qui va souffrir de solitude, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la théorie et il y a la pratique. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, je suis allée, pas plus tard qu'il y a 10 jours à une réunion, de l'école de ma deuxième, parce que j'ai une petite qui a 7 ans. Hem, une réunion en fait de soutien, de parents collectifs qui ont créé un collectif parce qu'ils ont besoin d'AESH, pour leurs enfants et ils en ont toujours pas. Et si vous voulez, donc j'ai assisté à cette réunion pour apporter mon soutien quelconque manière que je pourrais, bien qu'aujourd'hui ma fille a 17 ans et qu'elle est en IME. Et on était, je crois, une bonne dizaine de parents représentés par différentes écoles de la commune. On se posait exactement, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes problématiques qu'il y a 13 ans pour ma fille. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'en 13 ans, on n'a pas évolué, on a même dégraissé. Moi, ma fille, elle avait une AVS à l'époque, ce qu'on appelle une AVS. Elle avait une AVS. Alors, c'est vrai que, les AVS que ma fille avait, clairement, elles étaient pas formées. Clairement, c'était très compliqué pour elle. Elle me disait: «Oui, c'est compliqué, Clarisse, elle se met par terre, et moi, c'est compliqué pour mon dos», tout ça. Alors, je comprends. Vraiment, pour moi, une AESH aujourd'hui doit être formée au handicap. C'est incontournable. Comment une AESH peut s'occuper d'un enfant si elle n'est pas sensibilisée aux besoins de l'enfant qui est porteur du handicap? Déjà, chaque personne ordinaire a ses propres besoins. Alors, un enfant en situation de handicap, avec ses différentes pathologies ou troubles, aura forcément différents besoins. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une AESH ne soit pas formée, ne soit pas sensibilisée au handicap. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans cet environnement, on est plusieurs, on a le corps éducatif, on a le corps médical, on a les parents, on est les personnes en situation de handicap. On ne se comprend pas, en fait. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à comprendre les besoins des uns et des autres et c'est là que c'est très compliqué, en fait. On a des parents en détresse, parce que moi j'ai été en détresse vraiment, c'est-à-dire que, même me lever le matin était une souffrance parce que j'avais sur les épaules
une errance, enfin, j'avais sur les épaules: «Voilà, votre fille, ça va pas. Votre fille, elle a quelque chose, mais on ne sait pas quoi». Et ça a duré pendant 7 ans. Et 7 ans où j'ai été dans le déni aussi, dans la colère aussi. Je revenais un peu dans le déni, je retournais dans la colère, la tristesse, je pleurais tout le temps, constamment en sortant de rendez-vous. Je lui en voulais aussi et ça, c'est tout à fait normal. Je vous rassure, pour accompagner des parents aidants, je vous assure, c'est complètement normal d'être en colère contre son enfant, de se dire: «Mais mince, mais tu comprends pas quand je te parle!» J'ai arrêté de travailler pendant un an. J'ai repris le travail et quand j'ai repris le travail, donc c'était en 2012, pas de télétravail et ma fille était prise en charge dans un IME. D'ailleurs, pour revenir à l'épisode, justement, juste après la fin de l'ULIS, c'était en mai-juin, on avait donc fait un dossier de demande d'IME qui avait duré, je crois qu'il y a eu 2 ans avant d'avoir une réponse et cette réponse-là, de l'IME, je la reçois comme quelque chose qui tombe du ciel. Ma fille est écartée de l'ULIS, est évincée de l'ULIS en juin et je reçois un appel d'une dame qui s'occupe toujours de ma fille, qui est extraordinaire et qui me dit: «Voilà, bonjour madame, je voulais vous dire qu'on a une place pour votre fille et on peut l'accueillir à l'essai entre guillemets pour voir si ça lui correspond ou pas». Voilà, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, ma fille est toujours en IME, elle est épanouie, je vois qu'elle va bien. Je vois qu'elle va bien pourquoi? Parce que moi je vais bien. Parce que quand elle est rentrée en IME, je me suis dit: «OK, OK, très bien». C'est là que j'ai vraiment accepté que ma fille était autiste. D'ailleurs, je ne dis plus TSA. Avant, j'étais très attachée à ce mot-là, trouble du spectre autistique et non pas autiste, parce que je refusais que ma fille soit autiste. Mais aujourd'hui, je le dis, ma fille est autiste. Elle va très bien. Elle va très bien pourquoi? Parce que je vais bien, je l'ai acceptée. Hem, elle est dans un IME fantastique et c'est grâce à eux en partie que je vais bien parce que ma fille est prise en charge. J'ai enfin mis des mots sur le handicap de ma fille, des mots sur ma souffrance également et le fait d'avoir, fait ce cheminement, fait que, bah, ma fille va bien, nous on va bien et qu'aujourd'hui j'œuvre maintenant, depuis 3 ans, dans la formation, dans la sensibilisation au handicap, dans les entreprises et aussi, au sein de la petite enfance et de l'enfance. Les demandes s'accroît, hein, sur la sensibilisation pour les enfants et pour les salariés, sur le handicap et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Également sur les aidants, moi, je souhaite absolument sensibiliser et former les salariés, les managers, les DRH sur le fait que vous avez des collaborateurs qui sont aidants, qui s'occupent de personnes en perte d'autonomie, tous les jours. Et ça demande, une articulation de vie professionnelle, vie personnelle et vie d'aidant. Donc ça je l'ai vécu aussi, hein, de vie salariée, vie d'aidante. Ça a été compliqué, je l'ai vécu alors que le télétravail n'existait pas. On a dû s'organiser parce que quand vous rentrez quand vous êtes dans un IME ou dans un hôpital de jour, en tout cas pour ma fille, l'IME ou l'hôpital de jour ou en tout cas l'établissement qui l'accueille, ferme en général ses portes entre 15h45 et 16h15 grand maximum et après, bah, l'enfant, il est livré à lui-même. Donc vous êtes obligé d'être chez vous, en fait, d'être chez vous ou d'avoir une baby-sitter. Donc pareil, les baby-sitters, ça a été très compliqué de trouver des baby-sitters parce que, ma fille en a eu pendant des années des baby-sitters. On en a eu des extraordinaires, vraiment des filles formidables, formidables, parce que c'était des personnes qui étaient vraiment engagées, qui étaient engagées justement dans l'éducation de Clarisse, pardon, même en tant que baby-sitter et si elles écoutent cet épisode, je les salue, je les remercie encore de tout mon cœur. Et ensuite, on a eu d'autres, baby-sitters un peu moins engagés. Voilà, bien qu'on ait bien expliqué, le cas de notre fille, ça a été très compliqué. On a eu comme des signalements, c'est-à-dire qu'elles, les baby-sitters devaient emmener notre fille, chez l'orthophoniste, tout ça. On a eu des petits signalements en disant: «Voilà, écoutez, on nous a appelés en disant: "J'ai l'impression que la fille qui s'occupe de votre fille, bah, elle la traite pas très, très bien"». Plus très dans le rejet, dans le dégoût, heu, ce que je peux comprendre, c'est quelque chose que je peux comprendre. Parce que moi, avant d'avoir ma fille, j'avais peur du handicap, j'avais peur de l'autisme, j'avais peur du handicap mental, voilà, donc je le comprends, mais en revanche, j'arrête la collaboration. Moi, je souhaitais que vous vous occupiez de ma fille en situation de handicap, on a été très transparent avec vous, j'arrête et je préfère arrêter la collaboration et me mettre en congé ou autre ou trouver des solutions, que
me dire que, ma fille est avec quelqu'un qui la rejette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça a été aussi extrêmement compliqué et ensuite, on a pu s'organiser, avoir une organisation avec, mon mari et pour justement rentrer, à 17 heures là où elle rentrait, où le chauffeur la ramenait. Et voilà. Maintenant, moi depuis 2020, j'ai, pris la décision de quitter le salariat et aujourd'hui, je suis formatrice indépendante. J'ai décidé d'accompagner moi-même les personnes parce que moi j'ai travaillé, 16 ans dans les ressources humaines et j'accompagnais l'humain, au sein de l'entreprise, mais il faut savoir, c'est quand vous travaillez dans les RH, vous accompagnez l'humain, le collaborateur, mais en respectant les besoins de l'entreprise, en respectant la stratégie de l'entreprise et moi, ce que je souhaitais faire déjà, c'était accompagner l'humain, mais en fonction de ses besoins, en fonction de ses valeurs et en fonction de sa stratégie et de ses aspirations et non pas en fonction des besoins de l'entreprise. Donc voilà pourquoi je me suis mise à mon compte et aujourd'hui, je suis formatrice depuis 4 ans, heu et j'accompagne des aidants, à mieux vivre leur rôle, parce que je sais que c'est dur et vraiment c'est une belle revanche pour moi, vraiment, parce que j'ai eu vraiment beaucoup, énormément, énormément de colère, par rapport au corps enseignant, vraiment. Parce qu'on m'a dit des choses qui ne se disent pas. J'en reviendrai, dans un autre épisode. On m'a dit des choses, comme l'enseignante à la petite section. Non mais vraiment, c'était quelque chose comme ça dans ce goût-là, «Profitez-en, c'est l'année de l'autisme». Alors qu'à cette époque-là, on n'avait mis aucun mot, aucun diagnostic sur notre fille. C'était vraiment le tout début de l'errance médicale. Je pense qu'elle l'avait vu de par son expérience, mais elle m'avait dit: «Profitez-en». Alors je voyais pas le terme de profit, je comprenais pas trop. C'est l'année de l'autisme. Alors, si quelqu'un qui écoute l'épisode peut me dire: «C'est quoi l'année de l'autisme?» Alors c'était en 2010, je dirais. Je sais pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. L'année de l'autisme. Alors la journée de l'autisme, oui, mais l'année de l'autisme, est-ce qu'elle voulait dire par là, dans une telle maladresse, c'est l'année de l'autisme? Ouais, on détecte plein d'enfants autistes en ce moment. Alors je sais pas, mais en tout cas, ces personnes-là m'ont détruite à un instant T, parce que, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre, qu'on refuse d'entendre et il y a des façons de parler aux parents qui souffrent. Pareil, j'allais voir une psy. Bah, dans le cadre de l'accompagnement de ma fille, il fallait les psys accompagner les parents. Accompagner les parents, quel grand mot, mais quel grand mot. Alors elle était adorable, hein, vraiment elle était adorable, mais pareil, on était vraiment dans le tout début du diagnostic, on ne savait pas tout ça. Elle me disait: «Mais vous savez, madame, le tout, c'est que votre fille, et ben, dans 10 ans, 15 ans, elle arrive à se repérer dans l'espace». Et je me suis pris une telle claque quand elle m'a dit ça, une telle claque. Mais pour moi, ma fille avait du retard qu'elle allait rattraper et elle me disait: «Le but, madame, c'est que dans 15-20 ans, votre fille puisse se repérer dans l'espace pour aller d'un point A à un point B. Parce que potentiellement, elle risque de pas en être capable, hein». Je vous passe vraiment plein d'autres détails. Je vous ferai un épisode plus soutenu, sur l'environnement qu'on a en tant que parent, quand on est dans l'errance médicale et justement toutes les paroles, les propos qu'on peut avoir. J'en ferai un épisode. Ce sont des paroles qui m'ont dévastée. Ou alors pareil dans cette maternelle où je disais: «Oui, ma fille elle a un peu de retard». Je parlais avec une maman, ma fille elle a un peu de retard, tout ça et elle me répondait en fait, tout ce que sa fille savait faire en fait, de plus que les autres. C'est de la maladresse, c'est de la maladresse. J'avais beaucoup de colère à cette époque-là, aujourd'hui j'en ai plus, parce qu'aujourd'hui je les forme en fait, ces personnes-là, je forme. En tout cas le corps enseignant qui veut bien se former et les entreprises aussi. Parce que aussi c'est pareil, hein, quand vous êtes accompagné, moi j'ai été accompagnée quand j'étais salariée, à t administratif si vous voulez, dans le sens où on m'accordait mes congés, mes droits de congés précédents, on me les accordait, mes heures, ça c'était super. Mais d'un point de vue fonctionnel, sur le terrain, heu, dans mes fonctions et dans mes missions, clairement j'ai été mise au placard. Parce que, j'étais jeune maman, je venais d'accoucher de ma fille, je revenais de congé de maternité et en plus j'étais maman aidante. Alors Élodie, on va pas trop la surmener, hein, Élodie, on va bref. J'en parlerai dans un autre épisode.
Ça m'a pas empêché de rebondir. J'ai fait plein de choses à côté. J'ai arrêté le salariat et aujourd'hui, je suis indépendante et j'œuvre pour le handicap, j'œuvre pour les parents aidants. Voilà. Alors vraiment cet épisode, c'est vraiment des grosses étapes. Je suis vraiment venue débroussailler vraiment les grosses herbes parce que c'est tellement peu de ce que j'ai vécu. Voilà, c'est mon parcours, mais vraiment en grosses étapes. Mmh. Au travers de ce podcast-là, je souhaiterais vraiment, mettre, en évidence, en lumière, je ne sais pas si le terme n'est pas trop prétentieux, mais je souhaite, porter ma voix, j'espère que ce mot n'est pas prétentieux, sur, l'expérience des aidants, le rôle des aidants, l'inclusion du handicap. Voilà, je souhaite vraiment, de toute cette détresse, cette souffrance, ce malaise que j'ai pu ressentir pendant 8 ans, 9 ans, le mettre à profit d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ma bataille, c'est, d'accompagner, les aidants, de sensibiliser au handicap, l'enseignement, l'éducation nationale et aussi les entreprises. Voilà. Écoutez, je terminerai comme ça. Je vous remercie infiniment, pour votre écoute si vous êtes, restés jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.